Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live au Chalet d'un monde de jeu avec un invité exceptionnel puisque nous avons Davy avec nous. Bonjour Davy. Salut Martin, salut tout le monde. Je suis ravi d'être dans cette matinale que je suis régulièrement. Ravi de passer un petit moment avec vous. On se retrouve tous ensemble pour vous parler effectivement, alors Davy de Lucky Duck Games, on a la possibilité d'échanger, vous avez vu plein de têtes déjà de Lucky Duck Games sur nos émissions, puisqu'on avait enregistré notamment un canapé, tu étais là présent sur le canapé. Oui, bien sûr. Ouais. On était là avec toute l'équipe, une grande partie de l'équipe française, et avec l'équipe éditoriale qui n'était pas présente ce jour-là. Mais on avait effectivement Vincent, le fondateur, Guillaume Pouet, qui était du coup au niveau de l'équipe marketing France, et puis Théo Vite au niveau de l'événementiel. Et puis donc là maintenant aussi, depuis l'équipe a un peu bougé avec l'arrivée de Guillaume, Monsieur Guillaume, voilà, qui a remplacé le premier Guillaume. Et puis dans le reste de l'équipe, il y a aussi Eric et Nello qui sont l'équipe éditoriale, qui sont basés du côté de Toulouse, qui s'occupent de toute la localisation. On va avoir l'occasion de revenir sur toutes les évolutions. Il y a eu beaucoup d'évolutions chez Goliath, notamment chez Goliath, je dis à dessein, puisque vous avez été racheté par Goliath il y a 1 an. Ouais, c'est ça. Maintenant, ça fera 1 an qu'on a rejoint Goliath. Donc aujourd'hui, on est une entité propre à Goliath. Lucky Duck existe toujours, mais comme une marque. Mais la société en elle-même, elle a effectivement disparu aujourd'hui, puisqu'on appartient au groupe Goliath. Et pour faire un petit rappel, effectivement, Goliath, aujourd'hui, ils auront 45 ans. Au mois de juin, on aura 45 ans l'existence de Goliath, qui est une société hollandaise qui a été fondée par une personne qui a tout misé en vendant sa 2 chevaux pour croire en un jeu qui s'appelait le Rummikub à l'époque. Et c'est parti de là, en fait. Donc, petite histoire où la personne a quitté son job, vendu sa 2 chevaux et a investi dans le Rummikub. Et c'est comme ça que s'est lancée l'histoire de Goliath derrière, avec tous les succès qu'il y a pu y avoir derrière, et qui sont encore aujourd'hui, comme Triomino, les action games qui ont été leur fer de lance pendant des années. Mais c'est quand même un éditeur aussi avant tout de jeux de société. Hein. C'est aujourd'hui ce qui a toujours été quelque chose d'important pour les fondateurs. Et aujourd'hui, c'est le fils qui a repris, Yoranan, qui a repris la suite du père. Donc ça reste une entreprise familiale derrière tout ça. Il y a à peu près 300 employés chez Goliath, mais ça reste une entité familiale. Vous avez maintenant une double actualité, une double identité, parce qu'effectivement, quand on fait le récapitulatif de ce que c'est Lucky Duck Games, de ce que c'est Goliath, il faut raconter 2 histoires. On a longtemps raconté l'histoire de Lucky Duck Games, de la création de cette maison d'édition qui est relativement jeune encore. Hein. Ça fait combien de temps maintenant, Lucky Duck? Une dizaine d'années? Un peu plus? Non, moins que ça. C'était 2017, ouais, donc ça fait c'est 2017, je crois, le lancement avec King and Wild, ou 2016. Mais non, c'est à moins de 10 ans hein, pour l'instant, Lucky Duck. Oui, donc ça a été quand même assez vite. Ça a été assez fast hein, avec l'histoire du départ, avec la King and Wise, plus après le passage vers le hybride, avec notamment Chronicle of Crime et cette vision-là de mélanger du numérique avec du jeu de société. Donc ça a été un accélérateur hein, assez fort avec les années fast du jeu de société hein, qu'on a pu rencontrer. Et puis cette volonté après d'ailleurs aussi de faire ce choix aussi de localiser des jeux parce que ça nous paraissait important, nécessaire aussi sur le marché francophone d'apporter un certain nombre de jeux. Et on en est arrivé à l'année dernière avec cette fusion-là. Et juste pour terminer aussi par rapport à cette fusion de Goliath, aujourd'hui, donc 1 an après, vous avez pu plus le voir, on a toujours cette volonté de sortir des jeux, d'avoir notre propre identité, notre ligne éditoriale. C'était à la fois important pour Goliath, hein, parce qu'aujourd'hui, ils avaient besoin aussi d'avoir, comme n'importe quel gros groupe, dans n'importe quelle autre industrie, on va ouvrir des studios, on va créer des studios, on va racheter aussi, un peu comme Asmodee l'a fait depuis des années, comme Hachette quand est arrivé aussi, en rachetant des studios et en prenant des studios. On va regarder qu'est-ce qui est sur le marché. Ils ont essayé de se lancer dans des jeux un peu plus joueurs, en prenant même des auteurs comme Roberto Fraga, et ça n'a pas pris parce que tout simplement il y a une entité forte Goliath qui était assez mass market, c'est-à-dire très grand public, et donc ça n'a pas pris, et donc et nous ça nous convenait bien aussi. On avait besoin aussi de passer un cap puisque on restait quand même une petite structure comme avec 160 employés, et on avait des limites, surtout même aussi de trésorerie, hein. C'est pas toujours simple tous les jours d'investir de certains montants dans la production, dans une industrie où il faut sortir de l'argent pour imprimer des jeux, et à travers tous les pays. Et donc, on était parfois, effectivement, à plafond de verre, où on avait des limites, on pouvait faire plus, mais on pouvait pas. Donc là, aujourd'hui, ça a créé aussi un levier.
une structure plus grosse avec beaucoup plus de moyens, et tout en gardant notre identité. Et c'est finalement un mariage qui paraissait un peu bizarre au départ, mais qui est plutôt cohérent, parce que nous, on vient apporter notre expertise dans justement ce jeu un peu stratégique. Et donc eux, ils viennent se nourrir de ça aussi. Ils sont très curieux, ils apprennent. Et eux, nous, on apprend énormément aussi de leur vision un peu stratégique du monde du jeu de société, du développement, de comment on le prépare, comment on anticipe, comment on anticipe presque un an en avance la présentation des jeux. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau aussi pour nous. Donc, On va pouvoir aborder tous ces thèmes-là, on va revenir dessus. Ouais. Effectivement, on a un petit menu qui est prévu, donc on va vous parler très rapidement là, parce que c'est pas le cœur de cette émission. On a eu l'occasion de recevoir pas mal de monde de Lucky Duck Games, puisque on a vu Guillaume, le premier Guillaume historique, qui nous a présenté des jeux pendant un moment, avec qui on a fait, je crois, 1 ou 2 matinales déjà. On a eu la chance de recevoir Théo Vite, qui est pas très loin de chez nous, donc il a l'occasion de venir de temps en temps au chalet. Guillaume Shifumi, ex-Trick-Track que vous connaissez bien, pour parler des jeux de société. Et là, dans cette matinale-ci, on va s'attarder un petit peu plus effectivement sur le volet plus particulier de l'édition et puis de la ligne directrice aussi. Ça nous passionne, nous qui adorons les jeux de société. On a envie de savoir ce que nos éditeurs favoris vont produire comme jeu. On reviendra sur Goliath, effectivement, sur les changements que ça provoque, en tout cas chez vous. La difficulté de faire des jeux experts, ça c'est une question qui est intéressante également. Et enfin, on terminera très rapidement par parler de prochains jeux qui arriveront dans les semaines qui viennent pour conclure cette émission. On va commencer par vous parler très rapidement donc de ton poste spécifique, puisque on connaît donc bien Guillaume, on connaît Théo, on connaît les deux Guillaume d'ailleurs, et peut-être que ton poste, parce que tu as été un peu moins visible aussi en communication, est un peu moins connu de ceux qui nous parlent, surtout que les cartes ont été rebattues. Vous n'occupez plus forcément tous le même poste au sein de Lucky Duck Games. Ouais, de toute façon, oui. Alors moi, mon rôle justement n'était pas d'être en termes de communication ou devant la caméra, même si c'était plutôt effectivement de voir une vision plutôt stratégique de Lucky Duck, le plan de développement, le choix des jeux, la volonté d'aller capter un nouveau public qu'on ne connaissait pas justement sur notre ligne éditoriale. Donc moi maintenant ça fera 5 ans au mois de septembre où je suis arrivé chez Lucky Duck, avec la volonté dans un premier temps, c'était au moment du Covid, moi je suis arrivé à la période Covid. C'était pour Lucky Duck aussi de se faire connaître des boutiques, parce que on était chez Abyss à l'époque, notre distributeur, où Abyss c'était 10% de son business, c'était jeux de société, donc il distribuait, mais il n'avait pas non plus de moyens que ça, que de parler des éditeurs et des jeux. Et donc notre seul moyen de communication à l'époque, c'était d'être présent sur des salons. On était essentiellement présent sur des salons avec Léandre, qui est du coup la personne un peu historique pour Lucky Duck France au départ. Et puis quand le Covid est arrivé, tout s'est arrêté. Donc plus de communication en direct avec les joueurs. Donc il fallait se faire connaître aussi auprès des boutiques qui ne connaissaient pas, qui commençaient à connaître nos jeux, puisqu'on avait quand même des jeux qui étaient arrivés, comme Chronicle of Crime notamment, qui était vraiment la vraie locomotive. Et donc Vincent a ouvert un poste de responsable relations boutiques, et je suis rentré comme responsable relations boutiques. C'était d'aller échanger avec les boutiques, de créer un lien avec eux, que ça devienne nos premiers clients, notre premier contact, de parler aux boutiques qui après eux proposeront un jeu. Donc effectivement, elle travaille plus dans l'ombre. Puis de là, je suis passé le directeur commercial jusqu'à le responsable France, responsable de la région, avec l'équipe qui s'est développée autour, avec Guillaume, Eric, Nelo et Théo. Guillaume a rejoint juste derrière. On avait aussi Siegfried qui nous a rejoint aussi dans le niveau de l'équipe éditoriale. Et puis l'équipe a un peu bougé. Et aujourd'hui, mon poste est à peu près le même en fait, sauf que bien sûr il y a maintenant Goliath qui est au-dessus. Donc je dépends aujourd'hui du directeur général de Goliath France. Maintenant moi j'ai toujours la responsabilité de la marque Lucky Duck sur le choix des jeux, la ligne directrice. J'ai toujours la main là-dessus, et je suis aujourd'hui le directeur Core Channel en fait. Donc c'est dire quoi? C'est sur la partie hobby, les boutiques spécialisées qui sont notre quotidien tous les jours, de garder tout ce développement, tous nos partenaires au niveau de la distribution. Donc on est 5 distributeurs, notre 4 distributeurs, donc Neologis pour la France, Delirium, Ludens pour la Suisse, Geronimo pour la Belgique, et puis Randolph pour le Canada. Et à côté de ça aussi, juste pour terminer sur mon poste en lui-même, j'ai aussi pris
En plus, là maintenant, en tant que directeur du coup du réseau Core, du réseau Hobby Channel, la marque Funko et la marque Goliath. La volonté aussi, c'est de voir comment on peut développer la marque, accompagner les produits Goliath et Funko auprès du réseau ultra spécialiste. Oui, ça c'est une dimension qui est intéressante aussi parce que forcément, on va en reparler de Goliath. Il y a eu un rachat de Lucky Duck Games, ça a fait parler. On était curieux de savoir si ça allait changer les lignes. On aura l'occasion de revenir sur ces détails-là. Pour toi, concrètement, effectivement, tu restes donc sur la marque Lucky Duck Games, mais ça s'est élargi. Il y a d'autres marques à défendre aussi. Ouais, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a d'autres. On a grandi un peu comme le Duck quand nous on a créé notre line-up. On a créé à la fois vraiment plutôt un jeu familial, un peu initié, et puis on est parti un peu dans l'expert, on est parti un peu dans le jeu enfant, on est parti dans le party game. Donc ça a créé notre ligne éditoriale. En fait, aujourd'hui, on a cette identité de jeu stratégique. Alors on va rajouter encore une case supplémentaire en proposant aussi d'autres produits. Aujourd'hui, c'est le même groupe avec des produits qui existent déjà sur le marché, des jeux qui sont déjà sur le marché depuis un petit moment, avec des produits Goliath, avec des produits Funko. On aura l'occasion d'en reparler. Là, moi, j'ai des produits Funko que j'ai eu entre les mains. J'aurais dit, tiens, ça, c'est un jeu que j'aurais mis localisé. En fait, là, on l'a entre les mains sous le nom Funko et ça nous va très bien aussi. Donc... Oui, il y avait auprès notamment de la spécificité, c'est sans doute ce qui intéressait Goliath, de l'équipe de Games de pouvoir parler plus facilement aux boutiques spécialisées, au réseau des joueurs que nous on représente quand on vous parle, puisque tous ces amateurs de jeux de société ne s'intéressaient pas nécessairement beaucoup aux jeux Goliath. Il y en avait quelques-uns qui arrivaient à franchir les portes des boutiques spécialisées, mais pas tant que ça en réalité. C'était deux mondes différents et on comprend bien pourquoi il y avait des synergies à trouver autour de ça. On revient sur ces questions-là. Je voudrais faire juste un tout petit point parce que quand même, on a des amateurs de jeux de société qui sont présents sur le chat, qui attendent aussi les nouveautés Lucky Duck Games. Et on a eu la chance de pouvoir tourner plusieurs vidéos. Donc, on va se connecter au site Un Monde de Jeux pour regarder un peu ce qu'on a tourné comme vidéo que vous pouvez aller voir. Alors, on a diffusé, là, c'est sorti vendredi, je crois, Tranquillité, la nouvelle boîte de Tranquillité consacrée à l'ascension après s'être promené sur des mers mystérieuses. Cette fois-ci, les joueurs partent gravir une montagne et le jeu vient tout juste de sortir. C'est un solitaire, mais qui peut se jouer à plusieurs. D'ailleurs, il y a un côté solitaire, c'est plutôt comme ça que je devrais le dire, parce qu'effectivement, c'est un jeu coopératif, c'est complètement un jeu coopératif, et vous le verrez dans cette vidéo qu'on a enregistrée avec Guillaume. On a du plaisir notamment à ne pas communiquer l'un avec l'autre vis-à-vis des cartes que l'on a en main et à essayer de se faire des petits codes pour donner des indications. On est complètement dans le jeu coopératif à information limitée. Exactement, ouais. Et si vous avez joué au premier, vous avez les bases. Maintenant, les sensations vont être complètement différentes. Il est un peu plus aussi corsé, on se casse un peu plus les dents au début, mais c'est normal et c'est bien aussi. Par contre, il est un peu plus évident pour des nouveaux joueurs à expliquer. Il est un peu plus évident à expliquer que le premier. Oui, il est particulier le premier. C'est surprenant sur la mise en place. On peut être un peu. Moi, j'avais vraiment bien aimé, alors que je suis pas du tout joueur de jeux solitaires. Le tout premier jeu, ça m'avait surpris. Je me souviens que, indépendamment du fait d'avoir fait des vidéos, évidemment, on a fait des vidéos, donc vous pouvez toujours vous demander si mon discours est honnête ou pas, mais vous savez très bien que je me force pas à dire les choses. Ça m'avait surpris de relever le défi plusieurs fois en me disant, allez, non, c'est chouette. Il y a quelque chose d'original dans ce jeu-là. Donc voilà, c'est la deuxième boîte. Et nous, c'était pareil, le premier Tranquillité, donc quand je suis arrivé, en fait, le jeu était déjà signé, donc je l'avais entre les mains, et après, c'était le proposer. Et avec Guillaume Premier, du coup, je me suis dit qu'on fait une session et on joue au jeu pour la première fois. Et c'est pareil, moi, c'est pas du tout mon type de jeu au départ. Et puis, on se casse les dents sur le jeu, et Guillaume me dit, mais en fait, on a enchaîné 3-4 parties. C'est assez surprenant de se prendre au jeu, et de dire, oui, ok, en fait, on s'attendait pas à ça au départ. Et puis de dire, on a encore loupé là, on en fait encore une, et on a enchaîné les parties. Donc, c'était à la fois effectivement assez rafraîchissant et moderne, cette communication un peu limitée, puis c'était l'impression de faire un solitaire, effectivement, avec un jeu de cartes, et puis l'objectif, c'est tout bien remettre dans l'ordre, et ça fonctionne plutôt bien, et c'est pour ça aujourd'hui qu'il est encore aussi au catalogue, et qu'il est encore aujourd'hui disponible, justement, c'est qu'il a pris sa place dans les rayons auprès des joueurs. Ouais, c'est un jeu qu'on peut conseiller effectivement assez facilement, mais allez voir la vidéo parce qu'on ne voit pas les cartes qu'on a en main, donc vous n'êtes pas joueur, vous êtes vraiment spectateur, et malgré tout, vous voyez la tension qu'il y a dans la partie, est-ce qu'ils vont réussir à gravir en haut
gravir la montagne, se retrouver en haut pour planter le drapeau au sommet. Je vous donne pas le résultat, vous regarderez ça. Plus les petits modules supplémentaires avec les bouquetins, Ouais. avec le réseau, enfin il y a plein de niveaux de difficulté en plus quand vous maîtrisez le jeu, il y a vraiment de quoi faire dans une toute petite boîte. Que je fais pas toujours, moi. Je suis pas toujours, je me plonge rarement dans les modules supplémentaires. J'ai tendance à rester souvent sur les systèmes de base quand ils me plaisent bien, mais dans les 2 boîtes, il y a pas mal de petites règles supplémentaires que vous pouvez rajouter. L'autre vidéo qu'on a diffusée récemment, c'est les potions d'Azerland, toujours avec Guillaume 2 du coup, parce qu'il y a Guillaume 1er, il y a Guillaume 2. Si jamais, lors du conclave, on a un Guillaume 3, on saura qui sont les 2 précédents. C'est ça. Ouais. Pour le nouveau pape. Les potions d'Azerland, pas du tout le même genre de jeu cette fois-ci. Un type de jeu qui, moi, me convient tout particulièrement. Je suis toujours content quand il y a un jeu de ce genre-là qui arrive, puisqu'il y a un peu du guessing dedans quand même. Vous allez regarder ce que les autres joueurs autour de la table sont en train de préparer comme coup, puisque tout se joue dans l'ordre des priorités que vous allez programmer sur votre petite tablette individuelle. Il y a 5 tours de jeu, ou si je me souviens plus exactement, mais en tout cas, il y a une série d'actions que l'on va réaliser et on va essayer de se placer par rapport aux autres en donnant des priorités à nos actions pour essayer de profiter des meilleures ressources, des meilleurs choix et remporter la partie. Il y a beaucoup d'interactions dans ce jeu. C'est ça, on est vraiment en terrain inconnu finalement au départ, puisqu'on est sur un jeu de collection de ressources pour aller honorer des commandes, donc, et puis un plan de développement, de spécialisation. Mais le petit twist qui est arrivé vraiment dans ce jeu-là, c'est cette phase de programmation qu'on a au tout départ, où on a effectivement 5 actions avec des jetons, et on va donner l'importance et la priorité sur chacune de ces actions, ou de faire l'impasse pour récupérer un peu d'argent, parce que l'argent est vraiment nécessaire dans le jeu. Et donc c'est ce qui va créer cette tension et ces choix de venir des fois couper l'arbre sur le pied, de prendre une priorité à un autre, et puis d'aller ramasser des commandes, des ressources devant le joueur juste à côté qui en avait absolument besoin. Donc c'est ce qui va vraiment donner ce petit plus au jeu. Et puis la dernière vidéo qu'on a diffusée, c'est Rebirth. Évidemment, dans le cadre des sabliers d'or, on en parlait juste avant de lancer l'émission, ça a très bien marché les sabliers d'or de notre point de vue, de notre côté. On a eu beaucoup d'échos et cette année-ci, plus que les années précédentes encore, on a beaucoup de retours de ceux qui les ont suivis, qui nous disent moi j'avais choisi celui-ci et celui-ci, je vais les prendre, je suis intéressé par ces jeux-là, et des boutiques qui ont suivi aussi. Donc on est vraiment ravis de cet événement-là. Rebirth, on en entend parler en permanence. Vous l'attendez avec beaucoup d'impatience. C'est quand la date de sortie? Alors, pour l'instant, j'ai pas du tout de date. On sait qu'on doit pour l'avoir pour la fin d'année, parce que c'est quelque chose qui s'est fait un petit peu au dernier moment. On a vraiment eu un gros coup de cœur sur le jeu. Guillaume a un petit peu raconté l'histoire. Au départ, initialement, le jeu en termes de prix n'était pas bon, n'était pas du tout aligné. Oui. L'éditeur le savait très bien aussi, et en fait, on a réussi à la fin. Il est revenu avec une proposition bien plus intéressante. On voulait aussi avoir un prix qui soit cohérent par rapport au marché, à la cible joueur, à tout ce qu'il y avait derrière. Et puis, une fois qu'on avait le prix, on s'est dit, oui, celui-ci, on passe pas à côté. Donc, il arrive pour fin d'année, on se donne les moyens, on a des grosses ambitions sur ce jeu, parce qu'on y croit beaucoup. Je trouve que c'est un jeu qui a à la fois pour n'importe quel nouveau joueur va pouvoir y jouer et passer un bon moment, et des joueurs un peu aguerris, pareil, passer un bon moment avec des scorings assez exponentiels. On voit très bien qu'on est deux autour de la table pour placer son pion au bon endroit, pour faire un super coup, couper l'arbre sur le pied de l'adversaire, quoi. Donc, et 140 minutes, moi je trouve que c'est vraiment très malin, c'est du très très bon Knizia. C'est vraiment ce qui sait faire de mieux là en fait. Alors qu'on lit les règles au départ, on dit ouais, ok, je vais juste prendre un pion et le poser. En fait, on n'y a pas que ça derrière, c'est évident. Mais j'aime bien ça. En fait, il est assez fort là-dessus, Knizia, pour avoir des règles ultra simples qu'on explique en 2 minutes, et vraiment les explications, elles étaient courtes sur la vidéo. Et derrière, tellement d'interactions, tellement de réflexions. C'est un jeu qui n'a pas quitté la table. Pendant le temps où il était présenté au Sablier d'Or, et Guillaume qui est venu ne dira pas le contraire, on enregistrait des vidéos, on retournait, il y avait toujours une table qui jouait à Rebirth pendant la semaine des Sabliers. Ça fait partie de nos drames, c'est qu'on ne l'a plus, ce jeu-là. Forcément, vous en aviez besoin aussi, on le comprend très bien. Et on nous le demande de temps en temps. Tiens, je jouerais bien à quelques jeux. C'est encore arrivé lundi. On en parlait avec Simon Deblame qui est venu. Il y a quelques jeux qui me tentent bien sur les Sabliers d'Or, j'ai envie de les découvrir, dont Rebirth. Non, celui-là, on peut
pas vous le faire découvrir là tout de suite en ce moment au chalet. Je suis pas en train de me plaindre d'essayer d'en récupérer un, rassurez-vous, mais c'est pour vous montrer l'incidence aussi de cet événement. C'est pour ça qu'on en est très content. Nous, de notre côté, c'est que ça génère de l'attente. C'est exactement ce qu'on veut. C'est pas du tout un objectif caché. On a envie, pour nous-mêmes, de générer de l'attente, d'être content quand les annonces arrivent et quand ça y est, ce jeu qu'on attendait avec impatience arrive dans nos boutiques. Voilà pour les actualités du moment. On reviendra en fin d'émission sur ce qui va arriver un petit peu plus tard, sur les jeux qui sont déjà disponibles, les vidéos en tout cas qui sont déjà disponibles sur notre chaîne. On enchaîne avec ce fameux rachat de Goliath, parce que ça fait 1 an maintenant. Ça fait 1 an que Goliath a racheté Lucky Duck Games, et donc Lucky Duck Games est devenu une marque de Goliath. C'est la même structure, c'est pour les jeux Goliath qu'on voit dans les grandes surfaces, c'est le même propriétaire d'une certaine manière, avec évidemment des démarches et des objectifs qui sont différents. Comment s'est passé cette année ? Bah écoute, c'est pareil, on est toujours encore dans une année de transition. Hein. Ça fait 1 an effectivement où on a eu ce rachat. On a continué à faire ce qu'on faisait de toute façon et on continue à faire ce qu'on faisait. Maintenant, on vient aussi apprendre les nouveaux process de Goliath et pour correspondre aussi au marché, qu'on corresponde aussi aux attentes que va y avoir aussi derrière de Goliath. Faut pas aussi se voiler la face aussi. Il y a des exigences qui sont là et c'est bien, ce qui va nous faire aussi encore grandir, faire passer des caps et de faire les bons choix aussi. Mais ce qui est important, c'est qu'on garde notre identité. C'est important pour la marque, mais c'est important aussi pour Goliath. L'objectif, c'était d'avoir cette marque Lucky Duck aujourd'hui, ce logo a aujourd'hui quand même fait ses preuves, je pense, depuis 4 ans maintenant sur le marché, avec nos choix. Et il venait aussi pour ça, d'avoir une branche stratégique initiée avec une cible bien précise. Et c'est important qu'on garde cette identité-là. Si c'est pour la formater au niveau Goliath, en fait, voilà, c'est tout. Il n'y aura pas derrière d'importance. Ils n'ont pas racheté Lucky Duck pour des IP. Donc c'est des licences. On n'a pas de licence forte derrière. On a surtout un savoir-faire de ce qu'on a fait depuis 4 ans sur nos choix de jeu, sur cette ligne éditoriale, sur cette communauté de joueurs qu'on a pu aussi capter aujourd'hui. Donc, et on a gardé cette liberté-là. Et toi et Guillaume Ier, on dit comme ça. Ouais. Vous étiez sur Bordeaux, je crois. Tu es toujours vers Bordeaux. Alors ouais, donc moi je suis un peu plus côté Angoulême. Je suis entre Angoulême et Bordeaux, donc ça change rien. On est Guillaume Ier, donc lui aujourd'hui, Guillaume c'est pareil. Il dépend toujours de Lucky Duck, donc de la marque Lucky Duck, puisqu'il a les visions au monde en fait. Donc il fait pas partie de l'équipe Goliath France. Oui. Et après, on est toujours en télétravail, rien n'a changé non plus pour nous. C'est pareil, il n'y avait pas de volonté de changer la chose puisqu'on avait des contrats historiques. Même si chez Goliath, il y a du présentiel toutes les semaines, on n'avait pas d'obligation dans ce sens-là. Bien sûr, moi, je vais régulièrement au bureau qui est basé à Gennevilliers. On a des bureaux en France. Donc moi, je sais qu'une fois par mois, je suis au bureau, mais c'est bien aussi. Moi, je suis content aussi, ravi d'aller, de me déplacer, de voir au bureau, de voir des collègues, de voir un peu du monde. C'est très bien le télétravail, mais c'est bien aussi de sortir un peu de chez soi, d'aller à la rencontre. J'avais cette chance-là, moi, en fait, le fait que je fais du commerce, d'aller voir des boutiques. Et j'avais besoin un peu de sortir. Je prends ma voiture et j'allais voir des boutiques, j'allais voir ce qui se passe. Mais là, du coup, je vois aussi les collègues, l'équipe française, c'est à peu près une 30aine de personnes chez Goliath. Donc on voit au bureau et on se revoit tous et ça permet d'échanger et d'avancer et de préparer aussi le futur. Oui, et donc là ça se passera en région parisienne. Ouais. Guillaume, deuxième du nom, notre Guillaume de Trick Track, on dit ça comme ça, évidemment, Shifumi qui est présent sur le chat. Lui, il a été engagé après le rachat de Goliath, donc il a aussi, lui, il est en présentiel. C'est ça. Donc lui, il est en présentiel. Effectivement, il est un peu plus proche aussi du coup du bureau. Donc oui, il est en présentiel lui 2 fois par semaine. Il y a toujours tout le monde est en télétravail. Il y a quand même une grande partie de télétravail et puis il y a du présentiel toutes les semaines. Donc il y a cet aspect-là effectivement qui peut changer directement parce que finalement on insiste là-dessus, mais c'est une différence essentiel pour vous, pour vos vies personnelles, dont nous on se rend pas nécessairement compte parce que forcément quand on reçoit un jeu, quand on le pose sur la table, on se pose pas la question de savoir si les gens qui ont travaillé dessus pour le sélectionner, pour le choisir, pour l'éditer, travaillent pour Goliath ou sont payés par Goliath ou sont payés par Lucky Duck Games en l'occurrence. Est-ce que ça a changé des choses dans l'édition de jeux en particulier, dans vos choix, vos lignes directrices? Je pose cette question et en même temps j'ai bien conscience en la posant que le monde a beaucoup changé depuis 1 an en termes d'édition, donc quels sont les changements en tout cas que ça a généré?
Bon, pour l'instant, une nouvelle fois, c'est pareil. L'objectif, c'est qu'il y a pas de changement. On a toujours des choix, des volontés de faire des choses sur lesquelles personne ne nous attend, même si maintenant, en fait, on sait qu'on est capable de faire tout ce qu'on a pu faire avec du Too Mini Boss, des campagnes un peu spécifiques, de sortir un petit peu des clous. On veut garder cette identité-là aussi. Maintenant, il faut que ça soit toujours cohérent aussi par rapport au marché. Le marché évolue tout le temps. C'est-à-dire on a beau essayer de dire, tiens, on a trouvé une sorte de recette, et c'est comme ça que ça va fonctionner. Non. Il faut toujours se remettre en cause, il faut toujours s'adapter par rapport à la tendance du marché. Le marché évolue continuellement. Il est toujours en évolution, hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est toujours en train d'avoir des nouveaux joueurs au quotidien. Maintenant, la cible n'est plus la même, le public n'est plus le même non plus, mais il s'agrandit, il grossit, et il va continuer encore de grossir. Donc, et ça, il faut être à l'écoute, il faut faire attention à ça. Maintenant, notre volonté reste la même, c'est d'avoir ce choix un peu initié familial, qui est notre ligne directrice chez Lucky Duck, et puis de sortir un peu des clous s'il y a besoin de le faire. Mais comme j'en ai toujours dit, on fait un peu de jeu vraiment expert entre guillemets, mais on en fait un ou deux. On n'est pas aujourd'hui super meeple. Charles fait un travail, l'équipe de Charles fait un super travail et c'est bien. Mais on a envie de se mettre un petit peu là-dedans. Quand on a une opportunité, quelque chose qui coche nos cases et on dit, machin, c'est cool de le faire. Maintenant, on veut garder cette identité pour nous plutôt de familial, initié plus. Enfin, donc, j'ai toujours cette volonté qui est bien présente et puis aussi de se tenter sur des jeux beaucoup plus accessibles aussi, parce que il y a pas de vérité, il y a pas, on doit pas rester dans des cases. C'est une des choses quand je suis arrivé aussi, c'est qu'on avait une idée et il fallait sortir du cadre et être capable de proposer autre chose, de prendre aussi des prises de risques, des fois avec des succès, des fois avec la réussite qui est pas au rendez-vous, mais ça fait partie du jeu de l'éditeur aussi. Là-dessus, évidemment, il y a des changements qui ont lieu. On avait des questions sur le chat est-ce qu'il y a une équipe pour traduire les jeux? Parce que là, en l'occurrence, effectivement, les traductions françaises, on s'attend à ce qu'elles soient gérées par des Françaises. Et Guillaume y a répondu en disant qu'il y a une équipe éditoriale avec Nello et Elric qui s'occupe et gère les traductions des localisations. Et sur ces pôles différents, auparavant, on avait un équilibre entre nos Français qu'on connaît bien, qu'on a le plaisir de croiser en festival ou en émission, en communication, et puis le cœur de Lucky Duck qui était en Pologne, puisque c'est une entreprise polonaise, avec pas mal de monde, hein, d'ailleurs. On avait évoqué le nombre de salariés sur la Pologne. Ouais, il y avait du monde. De toute façon, le Kid Duck, c'était une 60aine de personnes. Donc, oui. C'est après, mal. avec une grosse partie qui correspondait justement, qui était basée en Pologne, avec le studio, le développement, puisqu'on développait nos jeux en interne et quand on faisait de l'application hybride, on avait des développeurs d'application, on avait des scénaristes pour écrire des scénarios, on avait ensuite après des auteurs de jeux pour développer les jeux, les directeurs d'illustration. Enfin, on a vraiment une équipe complète pour travailler sur le développement de jeu. Sur la création, parce qu'en fait, il y a ce côté localisation dont on a parlé. Rebirth, c'est un jeu qui est en localisation, par exemple. C'est le cas aussi des Potions d'Azerland, et c'est le cas aussi de Tranquillité. Alors, un peu particulier sur Tranquillité, parce que vous avez repris le projet, je crois. Hein. Exactement, en fait, Tranquillité, les jeux nous appartiennent. Aujourd'hui, ce sont des jeux Lucky Duck, puisque la société, l'éditeur d'origine, lui, a fait faillite. Donc, on était le représentant sur le premier Tranquillité. On était sur l'agence aussi pour l'international. Puis le deuxième, c'était une deuxième campagne qu'ils ont fait et qu'ils n'ont jamais pu livrer les backers. Et donc, nous, on a renégocié avec l'éditeur d'origine, on a racheté la licence, on a racheté les produits, on a aussi livré les backers qui n'allaient jamais sur le jeu. Ça fait partie du coup. Et donc ça faisait partie du coup, mais c'était aussi un engagement fort aussi, un signal fort qu'on voulait donner aussi, des personnes qui avaient pledgé ce jeu depuis des années et qui n'avaient plus de retour de l'éditeur. On a repris les mains là-dessus et voilà, on a honoré les commandes qui n'avaient pas été faites par l'éditeur d'origine. Donc ça, on a quelques jeux comme ça, on a le développement en interne, on a la localisation. Et pour revenir effectivement sur l'équipe, oui, aujourd'hui, on traduit tout. On a une équipe éditoriale, Elric et Nello, qui sont basés à Toulouse. On fait de la traduction, enfin, on gère tout en interne. On fait de la traduction des fois directement en interne, hein, c'est vraiment Elric et Nello qui traduisent. Oui. Après, on travaille aussi avec une équipe de freelance, de professionnels là, qui sont là depuis des années et qui ont la confiance pour l'ensemble des projets qu'on a. On a un grand nombre de projets, on ne peut pas tout traduire en interne, mais tout est vraiment géré avec l'équipe française.
Et donc on parlait des pôles différents, des pôles différents. On a un pôle maintenant à Paris avec ce Goliath France qui est déjà une grosse structure. Je me rends pas trop compte en fait de la taille. Moi j'étais impressionné quand j'ai visité Ravensburger en France de me rendre compte que waouh, en fait c'est des éditeurs ultra importants. On sait que Ravensburger est important, mais je ne savais pas que le pôle français était aussi. Il y avait autant de monde à l'intérieur. C'est combien de personnes ça en France? T'as une Alors, idée? ouais, c'est ça, on est 30. 30, oui. Donc c'est déjà pas 30. mal, hein. C'est déjà pas mal. Donc, il y a eu plus à une autre époque. Là, on est sur une structure qui est plutôt cohérente par rapport pareil aussi au marché. Mais ouais, il y a des bureaux sur Gennevilliers. Alors avant, ils étaient plus basés en Normandie. Donc là, maintenant, les bureaux sont à Gennevilliers. Et on a aussi un showroom. On a vraiment aussi, pareil, euh, chez Goliath, il y a une salle dédiée avec l'installation justement de tous les jeux qui sont proposés, présentés auprès des enseignes notamment. Et donc là aussi, maintenant, on a un showroom Lucky Duck. Ça aussi, c'est une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Lucky Duck, on aurait tellement voulu des fois recevoir des partenaires, recevoir des éditeurs, recevoir de la presse. On n'était pas possible, on était en télétravail. Aujourd'hui, on a la possibilité, on n'en est pas encore là, mais bon, avec Guillaume, on a les idées aussi de faire venir visiter nos locaux, de venir vous présenter les jeux, Ah, de venir faire des choses, parce qu'ils vont montrer un petit peu l'envers du décor de chez Goliath aussi. Et donc là, d'avoir un showroom aussi, ça c'est assez, voilà, ça donne vraiment une étape de plus de tu me fais montrer rêver là. qu'on Moi a un coin dédié rien que pour nous avec tous nos toujours eu jeux envie d'aller présentés. à Gennevilliers. C'est C'est sûr. Mais tu vois, aujourd'hui, le showroom France, c'était ça en fait. C'est ce que tu avais derrière mon bureau. À chaque fois, je disais, bon, bah, envoyez-moi la copie, je mets dans le showroom France Lucky Duck, puisque. Mais, et donc, non, mais ça on change lui un dit, peu. C'est chouette d'avoir cette possibilité-là. Mais alors, c'est ça. c'est aussi une structure hollandaise. Donc, il y a en plus un pôle en Hollande. Est-ce que vous avez l'occasion, parce que vous avez fait des voyages en Pologne de temps en temps pour vous Ouais. réunir avec toute l'équipe Lucky Duck. Est-ce que là, c'est pareil? Il y a un moment dans l'année où on se retrouve tous en Hollande? Bah, là, on y va au mois de juin. Ah Au mois de ouais. juin, on est tous en Hollande. Et bah, en fait, c'est les 45 ans de Goliath. Ouais. Donc, anniversaire. Donc, tout le monde est convié à aller à passer quelques jours là-bas. Donc, donc oui, il y a aussi des réunions qui sont prévues avec alors moins que Lucky Duck, enfin on était 60 et on est vite passé à 60, donc c'était un peu plus facile entre guillemets de déplacer entre 30 et 60 personnes, sans comptant qu'il y avait plus de 60% de l'équipe qui était déjà en Pologne, donc t'en bougeais beaucoup moins. Là maintenant, quand t'es 300, tu peux pas non plus Oui. systématiquement redéplacer tout le monde aussi facilement. Donc On a, on a ce problème sur un monde de jeu aussi, hein, ah, on est 80, je crois, maintenant. Et donc, forcément, déplacer tout le monde, ça devient extrêmement compliqué. Ça change un petit peu, en fait, d'avoir une société un peu cosmopolite avec des gens qui viennent de partout. Il y a d'autres pôles, il y a en dehors de la France. Alors, oui, de toute façon, il y a des présences au UK, il y a des présences aux US. Aujourd'hui, Goliath est aussi un peu présent. Il y a des bureaux en Pologne, en fait. Donc, on a des présences un peu partout aussi à travers le monde, hein, chez Goliath. La structure, c'est pour ça, en fait, aujourd'hui, Goliath, c'était une sorte d'un Lucky Duck en plus gros. On se retrouve dans plein, plein de domaines où là, je rentre et je comprends, je dis, en fait, c'est la même chose, mais on est un peu plus gros. Donc, On a et, plein de thèmes à évoquer quand même. On va continuer. Donc, on vous a parlé des localisations, c'est des jeux qui qui arrivent, qui sont édités par des éditeurs différents et que vous proposez en version française. J'ai vu sur le chat Tirnanog, la question était posée, donc ça arrive à la fin du mois prochain, de ce mois-ci en fait. Maintenant, non, c'est le mois prochain, on est oui, pas encore encore en là. avril. Ouais. Ça arrive fin mai, c'est aussi une localisation. C'est un éditeur que vous suivez. On a parlé de l'édition. Sur le plan de l'édition, d'ailleurs, de manière générale, on a parlé pas mal des nouveautés, mais il n'y a pas que des nouveautés, oui, ça fait un catalogue qui est assez riche et qui fonctionne très bien. Tu me disais ça avant de démarrer ce live. Il y a quelques titres et quelques IP qui sont assez fortes chez Ouais, Lucky c'est Duck. c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, le marché du jeu de société, il est un peu drivé aussi par la nouveauté. On sait qu'aujourd'hui, il y a une forte demande de la nouveauté, que ce soit les joueurs, que ce soit aussi les boutiques. Finalement, même si on a beau dire qu'il y a trop de jeux, il y a trop de jeux, en fait, le marché, il est là, il est encore en croissance et en explosion, il y a de la demande. Il y a aussi le travail des auteurs qui viennent encore plus en plus proposer des jeux. Beaucoup de nouveaux éditeurs qui veulent se lancer maintenant, où c'est sûrement un peu plus facile aujourd'hui d'essayer d'exister, parce qu'il y a plein de moyens de communication, de créer des nouveaux éditeurs. Mais à côté de ça,
on a aussi besoin, et c'est vital pour n'importe quel éditeur, d'avoir des jeux qui tiennent dans le temps et qui sont là et qui sont présents et qui se sont installés. Et donc oui, aujourd'hui, on est content d'avoir aussi des jeux comme aujourd'hui du Dice Throne, du Cascadia, du Dune, sur toutes ces licences-là qui sont bien présentes. Chronicle of Crime aujourd'hui, même si d'ailleurs on en entend un petit peu moins parler, et continue à être là et faire ses ventes, parce que je trouve que dans le terme de jeux d'enquête, il y en a énormément sur ce marché-là, mais il continue de garder cette petite différence qu'il a avec justement cette application-là. Mais oui, aujourd'hui, du Dice Throne, qui est installé depuis 3 ans, on a une communauté qui est forte, on a une gamme de produits qui est bien présent un peu partout auprès des boutiques, auprès des enseignes, puis qui s'installe maintenant par des jeux organisés en boutique. Du Dune, qui continue dans cette catégorie jeux experts, où on a fait des volumes de vente, parce que moi j'aime bien aussi un peu parler de voir ce qui se passe réellement derrière, assez impressionnant, hein. Ça continue à se vendre après plusieurs années. Après, il y a encore plus une nouvelle extension qui sortira d'ici la fin de l'année, donc qui fera encore un peu parler de lui. Cascadia, l'île des chats, il est encore là. Alors oui, on commence à arriver à un cycle peut-être qui est beaucoup plus lent que les années précédentes, mais on a un île des chats qui a été aussi un vrai mise en avant aussi de notre marque, qui a très très bien fonctionné et qui aujourd'hui est encore présent au catalogue. Donc on en a plein d'autres comme ça. On a le Tranquillité, j'en parlais. On a un Dilam Express qui sort complètement des coups de notre ligne éditoriale de Party Game. Et ben celui-ci, on est au 7e, 8e tirage, ça continue à faire ses ventes tous les mois. Donc on est assez satisfait de ça, et c'est nécessaire pour un éditeur d'avoir aussi un fonds de catalogue qu'on appelle, qui fait des ventes récurrentes et qui continue aujourd'hui à être présent dans un grand nombre d'enseignes, de boutiques, et d'avoir des référencements encore dans des nouvelles boutiques qui s'ouvrent. Donc non, ça c'est très très important pour nous, et on est fiers de ça aussi. On a tous envie, n'importe quel éditeur a envie d'avoir un jeu et qui dit c'est bon, celui-ci, je sais qu'ils vont faire autant, il va tenir et je me kitchen pendant 3-4 ans. La réalité du marché, elle est pas comme ça. Si on avait la recette miracle, on la prendrait tous. Je pense qu'on s'ennuierait un petit peu, hein. Si on savait à l'avance qu'on avait des jeux, qu'on dit on n'a rien à faire, on sait qu'on va le vendre. Bon, je cache pas que on serait bien quand même content de s'assurer de dire ce jeu-là, on va le sortir, on va faire 100 000 exemplaires la première année. On serait tous contents, mais c'est bien, c'est ça aussi, c'est que finalement, on est éditeur, et c'est presque un David, un jeu de société qu'on fait tout au quotidien, quoi. C'est qu'on prend des paris, on prend des risques, on fait des choix, on a des actions à faire, et puis après on regarde les résultats. Donc, j'ai une question à poser sur un des modèles que vous avez beaucoup suivi, qui est celui du financement participatif, puisque pas mal des jeux que vous avez produits, notamment des créations, sont passés par, pas que les créations, hein, parce que là je vois derrière toi Andromeda's Edge, il y a eu un financement participatif sur celui-ci ? Alors en fait, celui-ci, c'est notre partenaire Cardboard Alchemy qui a fait un financement participatif, c'est une localisation sur celui-ci. Donc il y a rien de spécifique. Après, on a effectivement des campagnes de localisation comme Sleeping Dog qu'on a pu faire, comme Thunderbolt Vendetta, ainsi de suite. Ce sont des petites campagnes, celles-là. Ce sont des campagnes de localisation sur le marché francophone. Après, on avait notre studio où on fait des campagnes en général sur Kickstarter, où on a fait aussi sur GameFound, avec la création propre dans le studio. Donc là, on a toujours du développement chez nous. On a encore 2 campagnes à livrer, qui est Fafnir et puis Into the Godgrave dans les campagnes mondiales, plus aussi The Dark Quarter pour la version française. La version américaine a été livrée là. Nous, on prévoit de la livrer là pour la fin d'année pour The Dark Quarter. Donc, j'ai pas la date exacte, mais voilà, c'est prévu pour cette fin d'année avec la sortie d'Aerobotique. Et après, on a 2 campagnes encore en cours, mais on va continuer. On a encore des campagnes qui sont prévues. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas peur de toute la situation économique mondiale actuelle dont on parle beaucoup, et qui, même nous, on ne sait plus trop comment traiter les financements participatifs, parce qu'on a besoin de communiquer un discours qui soit clair pour ceux qui nous suivent. Il y a toujours cette prise de risque, et on a conscience que ça ne concerne pas directement, mais ça concerne indirectement les gens qui pledgent. C'est pas simple pour les éditeurs de savoir exactement quels seront les frais de port, comment ils vont pouvoir livrer notamment leurs jeux, parce que ces jeux-là ont aussi parfois des livraisons aux États-Unis, et la situation mondiale n'est pas très facile à lire. Il y a une grosse partie aux États-Unis, il ne faut pas se leurrer. Le marché américain pèse énormément dans l'industrie de société, ça c'est sûr. En tout cas, la volonté elle est là. Maintenant, dire à l'instant T qu'on aura une campagne qui va se lancer, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont en suspens pour le moment. On va regarder comment évolue tout ça.
Je pense qu'à un moment donné, tout le monde va revenir un peu à la raison. Enfin, pour l'économie mondiale, mais surtout pour moi, l'économie américaine. Hein. On a nos partenaires américains avec qui on échange régulièrement tous les jours. On a une équipe aux US. On voit toutes les complications, les difficultés qu'ils sont en train d'avoir là au quotidien. C'est pas ça. Maintenant, en attendant, on va pas tout arrêter non plus. On avait des projets qui étaient là et qui sont avec eux. On est là toujours en tête de les prévoir de toute façon, que ça soit une campagne Kickstarter ou de sortir en boutique. La problématique des frais de douane, elle est toujours la même. Donc on garde ce raisonnement-là, puisque de toute façon, quand tu fais une campagne Kickstarter aussi, c'est un moyen de faire une communication marketing monde et de toucher le monde entier. Donc, et ça, on a tendance à l'oublier un petit peu, mais effectivement, on le voit, nous, à travers, parce qu'on se creuse la cervelle aussi, de savoir comment parler des jeux, comment aussi leur proposer un écrin qui soit sympathique en termes de communication, parce que c'est le but, hein, systématiquement, quand il y a des jeux qui nous plaisent, on a besoin d'avoir une communication qui soit réfléchie, qui soit fonctionnelle et qui permette de vraiment les mettre en avant par rapport à cette masse de jeux qui sortent, de cette surproduction, disons le mot. Le financement participatif, c'est un levier, ça vous permet de le mettre en avant particulièrement. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça a toujours été un véritable outil marketing de mise en avant, de promotion, qui permet en fait d'aller voir les joueurs, de parler directement aux joueurs, les premiers joueurs concernés vont être sensibilisés à ça. Et en général, mais après d'ailleurs, quand ils vont réceptionner ce jeu-là en Suisse, ça va être les ambassadeurs, c'est eux d'ailleurs qui vont venir encore parler du jeu après la réception du jeu. Et ça, en général, c'est un véritable outil pour moi pour la réussite du jeu en boutique. C'est ce que j'ai pu démontrer sur les 4 dernières années qu'on a pu voir, que ce soit sur une campagne de localisation ou des jeux de studio. À partir du moment que la campagne était une réussite, il y avait une réussite d'ailleurs en boutique, immédiate. Le jeu derrière, il y avait une vraie demande et une vraie attente où les gens venaient demander le jeu en disant j'ai entendu parler de ce jeu-là, est-ce que vous l'avez? Et à chaque fois que la campagne a été une réussite, le succès a été au rendez-vous derrière en sortie boutique. Donc, c'est le cas d'un Thunder Road Vendetta. Il est sorti là déjà en boutique celui-ci? Non, pas encore. Celui-ci. Pas encore. Là, on est prévu normalement. Ça prend un peu de retard, mais on essaie toujours courant juin de faire la livraison des contributeurs. Alors ça, c'est un jeu un peu hors norme. Hein. C'est un jeu normalement. On le fait pas en français. Prix, on le fait pas. Ouais, il n'y a aucune raison de faire un jeu comme ça avec ce matériel-là, avec c'est dingue ce qu'il y a à l'intérieur. On a fait une vidéo, vous pouvez aller la voir sur la chaîne. Et ce jeu-là, j'en parle parce que je crois que la campagne a bien marché. Et surtout derrière, nous, on a toujours la boîte, c'est la boîte VO, mais on y joue en boucle en fait. Et très régulièrement, quand on a envie de faire un jeu dans lequel il y a un peu de sensation et beaucoup d'ambiance autour de la table, ça me tilte en disant il y a celui-ci, attendez, je vous sors celui-là. On a enchaîné les parties, ça va arriver en juin et vraiment c'est le genre de jeu qui peut passer pas à côté. Oui, c'est ça. Une nouvelle fois, c'est pareil. Enfin, nous, je trouvais pareil, passer pas à côté. On a fait ce tirage-là, on a pris ce risque-là. Il y aura un tirage, il n'y en aura pas d'autre derrière. Le jeu va arriver, il aura sa vie. Ça fait mal au cœur, j'ai envie de le défendre, tu vois, ce jeu. Ah ouais, non, mais une nouvelle fois, là, on y croit mort. On a quand même du stock qui va arriver. Mais profitez-en, quoi. Ça fait partie des risques qu'on peut prendre et qu'on a pu prendre de sortir ce jeu-là. On ne le fait pas vraiment pour dire, ouais, super, celui-ci, on a fait une campagne, on a gagné pas mal d'argent. Non, on prend des risques sur ce produit, mais on était content de l'amener. Pour nous, c'était, on avait joué au jeu, on avait prévu, on avait vraiment pris du plaisir. On a dit, il faut le faire. On a cette possibilité-là de le faire. Ça fait partie des risques, on veut le faire, on va le faire. Mais ça, c'est une question qui se pose pour les boutiques aussi qui nous suivent. C'est toujours pareil, c'est que les boutiques, quand il y a un jeu qui sort, qui arrive chez un éditeur, elles se posent la question de ok, je mise aussi sur ce jeu. C'est-à-dire que j'ai envie que je construise aussi mon public, de le mettre en avant et le travail que je fais en le vendant au public à qui il est destiné. J'espère que ça va se concrétiser en l'installant de manière régulière dans nos boutiques. Mais on se rend bien compte qu'un jeu comme Thunder Road Vendetta, c'est pas simple non plus de le faire tenir sur le long terme, mais ça fait partie du marché, des marchés culturels de manière générale. Il y a une durée de vie sur ce type de jeu. Tout à fait. On va enchaîner avec la question des jeux experts, parce qu'on a beaucoup entendu parler de la difficulté de faire des jeux experts en France, et beaucoup d'éditeurs, on a parlé tout à l'heure de Super Meeple, tu les as évoqués, mais se pose la question de quel modèle adapter. Ce ne sont pas les seuls, hein, Super Meeple, on a eu l'occasion d'en parler avec d'autres. On a Florian qui était sur le chat tout à l'heure de Fantasy Game, qui se pose aussi la question, qui a très envie de faire du jeu expert et qui commence à en amener des nouveaux très intéressants sur le marché français. On est ravis, nous, en tant que joueurs, d'avoir cette possibilité-là. Vous en avez proposé
quelques-uns avec beaucoup de succès, il faut bien dire. C'est le cas d'une Imperium qui marche incroyablement bien, qui fait partie des jeux experts qui fonctionnent. Je me pose pas de questions, nous dit Florian, je fonce. Ouais, c'est une question de fond. Vous en êtes où de cette réflexion sur les jeux experts? Nous, alors c'est pareil, enfin, le jeu expert, c'est toujours un mot un peu spécial, et je parle même d'un jeu de plateau en général, c'est un peu le ressenti qu'on a pu voir aussi à Cannes, hein, un peu des retours des boutiques, où ils venaient nous voir et qui disaient, ça fait plaisir de voir encore des jeux de plateau, voilà, de voir en fait du matériel à foison, de voir des quantités, de voir des produits, puisque la tendance aujourd'hui, elle est quand même d'avoir des jeux, on l'a bien vu, la tendance des jeux de cartes, des jeux à 15-20 euros, ou inférieur à 30 euros. Et c'est une tendance du marché par rapport à ce nouveau public qui est là, donc qui existe et qu'il faut répondre à ces attentes-là. Nous, on a toujours cette volonté de continuer à faire du jeu joueur. Ça, je peux parler de vraiment expert, vraiment du jeu joueur. Joueur, c'est compliqué aussi. C'est un terme que j'aime pas trop non plus, dans la mesure où ça donne l'impression qu'il y a du jeu pour les non-joueurs. Ouais, non-joueurs. C'est ça. En fait, des jeux effectivement où tu vas devoir investir un peu de temps, voilà, pour vraiment profiter pleinement du jeu, de t'installer autour de la table, de comprendre qu'il y a pas mal de mécanismes à voir, qu'il y a pas mal de matériel à voir. Donc, on a quelque chose de moins immédiat que la tendance actuelle où même tous les joueurs ont évolué. Même moi j'étais un joueur, je disais plusieurs cubes en bois. Ici, la règle faisait pas minimum 1 heure d'explication, j'y allais pas. Ça a évolué. Aujourd'hui, je veux des choses beaucoup plus rapides, beaucoup plus immédiats. Donc, c'est sûr, ça bouge. Maintenant, le public aujourd'hui, il est beaucoup plus large qu'avant. Donc, c'est pour ça que la tendance qu'il y a pu avoir ces derniers mois sur la fin des jeux experts qui se rendent plus et autres. Pour moi, je suis pas sûr que c'était ça le débat, en fait. Alors, bien sûr, il faut calculer de voir comment on doit s'adapter et comment le marché doit évoluer, mais tout le monde, tout secteur confondu, les éditeurs, les distributeurs, les boutiques, comment on fait attention à ça pour que le jeu expert continue d'exister. Il n'a pas disparu pour autant, c'est juste que la cible a changé et qu'il y a beaucoup plus de monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le cercle, le gâteau s'est agrandi, on a beaucoup plus de nouveaux joueurs et ces nouveaux joueurs viennent chercher plutôt du petit jeu, des jeux beaucoup plus accessibles. Par contre, les jeux les gens joueurs sont tout le temps là, ils sont juste un peu plus dilués par cette masse de joueurs qui est là, et donc pour moi on aura même des nouveaux joueurs experts qui vont arriver, parce que parmi toute cette masse qui arrive, de nouveaux joueurs, il y en a certains dedans qui en vont un peu plus, qui vont aller un peu plus loin, comme on est tous passés par là, quand on a rentré dans cette boulimie de jeu, on veut découvrir des jeux, puis on va aller un peu plus en plus loin, et on veut des jeux de plus en plus complexes. Donc ça va toujours exister. Maintenant, il va falloir s'adapter un petit peu à la tendance du marché. Charles avait fait, Super Nintendo avait fait un choix. Nous, on a aussi fait des choix depuis des années. Oui. Quand on fait un Sleeping Gods et qu'on fait une campagne, et je peux vraiment dans l'exemple concret, Sleeping Gods, on fait notre campagne participative, c'est nécessaire. Le coût du jeu, tout ce qu'il y a à développer, les quantités qu'on va faire, la cible qu'on va chercher, sortir le jeu en boutique, on n'avait pas la structure, c'était pas possible de le faire. On fait une campagne, on fait à peu près 1000 contributeurs, je crois 1100 contributeurs. On a imprimé 6000 boîtes du jeu. On a vendu que 1000 boîtes finalement lors de la campagne, qui était un vrai moyen de marketing. Il y a une vraie vie derrière en boutique. Et ça a bien pris. C'était aussi une bonne époque aussi. C'était vraiment après l'époque Covid aussi, où c'était un peu plus facile. Et à l'inverse, sur d'autres jeux qu'on a pu faire aussi, donc on a sorti directement en boutique. Où Vincent à l'époque me disait non mais ça, puis ici il faut que tu fasses une campagne. Je dis non, on va pas faire des campagnes tous les 3 mois, il faut qu'on ait aussi une vie classique de jeu de boutique. Et on l'a vu, on a fait des jeux je prends l'exemple de Vagrant Song. Vagrant Song, c'est un jeu narratif qui nous a coûté aussi énormément d'argent, où il n'a pas eu sa couverture et l'aura qu'il aurait dû avoir. Les boutiques n'ont pas pu le proposer, le mettre en avant, ne le sont pas appropriés, et le jeu n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça que cet équilibre-là, il le faut, et c'est pour ça que nous, on le fait sur certains jeux, par le biais, par exemple, des campagnes de localisation, ou le Kidoc aussi, par le biais des campagnes crowdfunding. Il y a un équilibre vraiment à trouver. Maintenant, pour moi, le jeu plus expert ne disparaît pas. Il est toujours là, et il évolue, et après, il va falloir aussi une application de tout le monde de voir comment on fait pour que demain, ça ne disparaisse pas, parce qu'il faut quand même, je ne peux pas se le mettre derrière, il ne faut pas l'oublier, c'est que si effectivement... tout le monde dit bah non, ça c'est plus intéressant, il faut pas y aller, les éditeurs en force vont plus y aller, et puis il y aura plus de localisation, il y aura plus que des versions anglaises, et puis ça va perdre un peu le rôle aussi, l'identité aussi des boutiques ultra spé, parce que en ligne chercher, quand tu es libraire, tu vas venir chercher tu veux lire, tu vas dans la petite librairie, tu vas chercher le petit truc que tu vas pas trouver à la Fnac ou sur Amazon. La boutique spé doit aussi encore avoir ce rôle-là. Mais pour avoir ce rôle-là, il faut aussi les accompagner. Et voilà, c'est vraiment encore une avancée encore main dans la main
c'est encore un marché qui est encore en train de continuer de grandir et de grossir, et on doit continuer à un peu se serrer les coudes, et puis de se réinventer. Je pense qu'il faut aussi faire ça, c'est se réinventer et trouver la bonne méthode. Et puis il y a la difficulté les jeux experts ne sont pas tous des Dune Imperium, c'est-à-dire ou des Ark Nova, avec C'est ça. une possibilité de vente qui surprend tout le monde. On dit que ça dépasse sur ces jeux-là le marché traditionnel du jeu expert en général. Quand tu nous parles d'un tirage de 6000 exemplaires, 1000 pour le financement participatif et 5000 pour les boutiques, ça c'est un beau tirage déjà pour du jeu expert, c'est un très beau Ouais, tirage. Trouver 5000 joueurs qui sont prêts à acheter le jeu, qui ont des groupes et des publics différents, c'est pas si simple. Et y parvenir, c'est déjà un achievement. On a bien compris que c'est difficile derrière souvent de retirer ces jeux-là. Donc ces marchés-là ne sont pas les mêmes, ils ne peuvent pas être comparés directement au marché des jeux beaucoup plus accessibles dont on parle actuellement, qui remportent la catégorie principale de l'As d'Or, des trios, des jeux comme ça. C'est pas du tout la même dimension, les mêmes boutiques pour les vendre, le même réseau. Ouais, c'est sûr. Puis effectivement, quand un jeu prend la lumière, on prend un Ark Nova ou un Dune Imperium, sur ce marché-là, c'est effectivement plus compliqué pour les autres jeux, en général, sur cette année-là, parce que tout le monde doit prendre celui-ci, si vraiment en plus il a tous les signaux pour rentrer dans cette catégorie et d'aller capter ces joueurs-là. On l'a vu, Charles est la même chose avec Ark Nova. Nous, aujourd'hui, je crois que Dune, sur la licence complète, toute référence confondue, on a plus de 150 000 exemplaires vendus, et quand on y a se vend, naturellement, ça vampirise aussi les ventes. Tes joueurs un peu, tu veux passer un cap en plus, tu vas aller prendre ces jeux-là et on va te conseiller ceux-là, et les boutiques vont naturellement conseiller Ark Nova, du Dune, la Coupe d'Aura. En fait, tu vas les conseiller aussi ceux qui ont eu des récompenses, et que il y a plein d'autres jeux experts qui existent. La problématique, c'est le temps, l'investissement, de comprendre et de pouvoir aussi répondre à l'attente du client qui va rentrer dans la boutique. Et comme tu maîtrises pas tous les jeux experts, tu auras du mal à vouloir le mettre en avant si toi tu n'as pas un peu joué, si tu n'as pas un peu compris tout ce qu'il y a derrière, et du coup tu vas te rabattre sur des valeurs sûres que tu connais. Donc c'est pas simple. Donc c'est pas simple pour tout le monde, parce que nous les éditeurs, on a toujours cette volonté, on a envie, parce que on veut pas se retrouver finalement que tous les jeux se ressemblent et qu'on a une catégorie avec des formats de boîte, tout est pareil, on a tous des jeux à 20 euros et ça n'aura pas de sens. Je pense que ça va me desservir le marché plutôt qu'autre chose. Je lis le commentaire de Guillaume sur le chat qui nous dit qu'il y a quand même maintenant des jeux qui sont bons, voire très bons, mais qui ne rencontrent pas leur public car le temps d'exposition est mangé par d'autres actualités ludiques. Ça, effectivement, c'est l'une des difficultés du secteur ludique actuel, et c'est le casse-tête pour tous de savoir comment réussir à placer ces jeux, en faire parler. Vous y arrivez relativement bien, moi je trouve, dans l'ensemble. Vous avez quand même une capacité à éveiller l'attention sur les jeux que vous sortez qui est plutôt efficace. On a toujours eu cette volonté-là, c'est-à-dire que sur chacun des jeux qu'on a décidé de faire, c'est qu'on y croit. Sinon, il ne faut pas le faire. On a toujours parti du principe, c'est pareil que moi, il y a certains jeux, faire du petit tirage, on a suffisamment de jeux sur l'année. Si c'est pour dire on va aller faire 2000 boîtes, c'est qu'on ne croit pas au jeu, on ne le fait pas. En tout cas, sur l'ADN qu'on avait envie de le faire, et la volonté qu'on voulait faire. Donc on se donne les moyens, et sur chaque jeu, on se donne les moyens en termes de communication. On a un budget. C'est ça, c'est que vous êtes un éditeur qui communiquait beaucoup aussi vis-à-vis, on le voit, et parfois même surproché. J'ai déjà lu des commentaires de personnes qui disent mais ce jeu on le voit partout, on voit bien que Lucky Duck travaille sur la communication, et il y a du doute qui s'instaure chez ceux qui regardent en disant du coup est-ce que je fais confiance à cette communication là. En même temps, moi j'ai envie de saluer ça, c'est que parfois on fait la remarque inverse chez des éditeurs en disant ce jeu il sort, j'ai pas eu le temps d'en entendre parler, je sais pas ce que c'est, même nous dans nos contenus on n'est pas prévenus à l'avance. Là c'est simple pour nous, on est prévenus longtemps à l'avance, on a l'occasion de connaître ces jeux et de pouvoir les travailler de notre côté aussi. Ça me paraît essentiel. Si on n'a pas un minimum de communication, c'est que pareil vis-à-vis de nous, notre volonté qu'on avait, c'est qu'on ne croit pas à notre jeu. Donc il faut le faire, il faut se donner les moyens pour notre distributeur, pour les boutiques, pour tout le monde, de dire voilà, on a sorti ce jeu-là, on prépare toute une campagne de communication qui s'ensuit derrière pour montrer que le jeu est là, il est bien présent, et pourquoi il faut y jouer et pourquoi il faut l'acheter, c'est sûr. Si on a fait ces choix et qu'on les a mis au catalogue, c'est qu'on y croit, et donc il faut se donner les moyens. Mais c'est un coût, d'un autre côté. Réussir à prévenir tout le monde, travailler, c'est un coût que bien des éditeurs ne peuvent pas assumer ou ne veulent pas assumer en estimant que c'est pas nécessaire. Donc ça dépend des choix des uns et des autres. Vous faites ce travail-là, moi forcément, étant aussi du côté de la presse, on est sensible à ça parce que ça nous permet de bosser, tout simplement. Et c'est plus difficile avec d'autres éditeurs.
C'est à chacun de faire son choix là-dessus. On a des questions de Dolmore qui nous demande si les jeux sont finis lors du lancement des campagnes. Ça va dépendre de si c'est de la localisation ou si c'est de la création, j'imagine. Ouais, c'est ça. De toute façon, si c'est de la pure localisation, oui, les jeux sont terminés, hein, tout a été développé. Si c'est les campagnes, non, il y a toujours encore une partie de développement. On a l'idée, tout le squelette est bien là, et après, il y a toujours encore, quand ça travaille, ça soit l'illustration, le matériel fini, et puis aussi encore le développement du jeu. On peut se rendre compte que, malgré l'avancée du développement, on continue à peaufiner le jeu. Et c'est aussi un avantage, c'est-à-dire que quand on fait une campagne, que le jeu a sorti effectivement 12 à 18 mois après, suivant des fois les retards qu'il peut y avoir, c'est que pendant tout ce temps-là, on attend et on développe. Et donc ça continue de développer le jeu. Et quand on avait de la création en interne, en fait, ils sont à temps plein sur leur poste à faire que ça, en fait. Ils n'ont pas de job à côté ou n'ont pas freelance. C'est leur job à temps plein. Ils sont employés Lucky Duck et donc ils passent leur journée à faire du développement, travailler sur des mécanismes, écrire des scénarios et ainsi de suite. Donc, on a Fred qui connaît bien le sujet parce qu'il est à la fois du côté de Ludovox en tant que journaliste, créateur de contenu et auteur avec quelques jeux. Et je crois en avoir vu passer des très chouettes, Fred. J'en profite puisqu'il est là sur le chat. On a eu l'occasion de jouer à des prototypes assez chouettes. On a hâte de les voir en version éditée. Il nous dit les jeux qui sortent sans aucune annonce ou c'est du gâchis. Oui, et là-dessus, d'ailleurs, on insiste sur un aspect qui est important, c'est travailler les jeux, parce qu'on est au-delà de la simple publicité. Là, on parle vraiment, quand on vous parle de on vous parle de travailler une présentation, des outils pour présenter. Moi c'est quelque chose, si je peux donner un conseil à des éditeurs qui nous regardent, mais qui est hyper agréable, c'est que vous avez des dossiers auxquels on a accès, où on peut récupérer les images, les visuels, tous ces aspects-là pour pouvoir travailler beaucoup plus facilement quand on fait des présentations. Et c'est pas forcément des présentations qui sont financées, c'est simplement qu'on a accès aux jeux de société, aux informations, aux règles, et on peut de notre côté faire ce qu'on veut sur ces jeux-là en particulier. C'est réfléchi chez Lucky Duck, donc j'ai envie de le saluer et de le souligner aussi. Et Flo qui nous dit c'est la com qui fait vendre et non pas la qualité du jeu. Alors les deux évidemment, hein, bien sûr on a pas mal de contre-exemples de jeux qui se sont vendus grâce aussi à l'intérêt de la mécanique en elle-même, mais ça ne suffit plus. Et ça on a bien compris que le jeu s'il est bon et s'il n'est pas mis en avant, il n'arrivera pas à se placer. Exactement. On a un exemple qui est quand même très très marquant, c'est celui de Just One. Le jeu, c'est exactement le même que We Are the World qui était sorti auparavant, qui n'avait pas marché spécialement, et quand Repoprod l'a repris pour en faire une édition, alors beaucoup plus qualitative de base, mais aussi en travaillant la communication et le placement en boutique, on s'est rendu compte que d'un seul coup, il pouvait décrocher des spiels et devenir la référence. Ouais, c'est sûr. De toute façon, c'est après derrière le petit truc en plus. C'est de le revamper, de mettre les moyens marketing qu'il y a derrière, alors que le produit il était là, c'était exactement la même chose. Après, c'était de refaire l'habillage et de donner les moyens et les attentions qu'il y a à derrière. L'avantage aussi de Repoprod avec une marque qui était connue aussi, de dire ils arrivent à ce jeu-là, on va regarder, on s'y intéresse. Ça aussi, ça joue. Ça joue aussi naturellement, comme Mathieu Neptune, Cocktail Games. Aujourd'hui, quand Cocktail Games sort un jeu, on s'intéresse au jeu. Est-ce que derrière, on prenait le même jeu, on lui dit rien, on le met chez un autre éditeur, est-ce qu'il y aurait eu la même aura? Peut-être pas, mais justement, c'est son travail qu'il a fait depuis des années aussi, qui fait qu'aussi, on a envie de s'y intéresser. Et donc, c'est là-dessus aussi que chaque éditeur doit aussi travailler. C'est donner aussi l'intérêt aussi à ses jeux, mais aussi l'intérêt à sa marque. Je pense que c'est important aussi. Et donc, l'intérêt à sa marque, c'est aussi de faire les bons choix. Après, on pense toujours sur faire les bons choix. Après, la réalité, c'est les ventes qu'il y aura derrière, les joueurs qui vont jouer autour, le plaisir qu'ils vont prendre autour du jeu. On a parlé de pas mal de choses. J'ai toujours des questions qui pop. On va revenir dessus. Tu me dis s'il y a des sujets, parce que moi j'arrive tranquillement sur la fin de notre programme. On va aborder les jeux qui sortiront un petit peu plus tard. Il n'y en a pas quelques-uns à citer. J'ai une question de Johan qui nous demande s'il y a un réassort de Too Many Bones suite à la campagne Unbreakable de Too Many Bones Undertone. Alors, on a un réassort en fait. On a du reprint qui est prévu sur plusieurs références. Donc, si tout va bien d'ici quelques jours, on est en train de finaliser. On va rouvrir des précommandes sur ces produits-là un peu niche et on va réimprimer. Donc, par contre, on a terminé une campagne de tout le bois. C'est la vague 3 qu'on a fait pour tout le contenu qui arrive dans l'année prochaine et on va réimprimer des éléments de rupture. Les précommandes vont ouvrir, les jeux vont pas arriver là directement, on va ouvrir les précommandes, mais ça arrivera plus tôt que cette vague 3. Je voulais préciser une dernière chose sur laquelle on a parlé tout à l'heure du financement et du crowdfunding Lucky Duck.
On a aussi une identité forte depuis plusieurs années. Justement, on faisait du jeu hybride. Et donc, Oui. c'était notre première volonté parce que Ah oui, c'est on le redit là, là-dessus. sur des Ouais, Chronicle of Crime, je vois un Toriki qui est derrière toi, Chronicle Kids aussi, mais je et crois que Dark Quarter, c'est aussi un jeu avec de l'hybride à l'intérieur. Effectivement. exactement. Ouais, ouais. Là, c'est la rencontre entre Destinies et Chronicle of Crime avec The Dark Quarter, hein, c'est un jeu Ouais. 18+ avec un univers très noir. Mais aussi, en fait, on a aussi cette volonté de sortir aussi l'hybride euh, pour plusieurs raisons. C'est que trouver un bon jeu hybride, c'est pareil. Hein, c'est déjà quand tu crées un jeu et que tu travailles dans ton studio, le choix du jeu au départ est déjà, il faut faire une grosse sélection et c'est pas simple déjà de trouver un bon jeu normalement. Quand tu es dans le jeu hybride, c'est encore plus compliqué. C'est pas juste dire, tiens, on va prendre un truc avec une application, on va le coller dedans, c'est bon, on a fait un jeu hybride. Il faut à chaque fois qu'il y ait quelque chose, une immersion, une cohérence, et donc c'est encore plus compliqué de trouver le bon jeu, et ça demande un temps de développement finalement très très important. Donc cette volonté de faire des jeux hybrides, elle existe toujours, mais on a envie de revenir aussi à ce qu'on a su faire, c'est-à-dire de sortir du jeu sans application, comme on a pu le faire au départ avec Viking Wise, comme on a pu faire aussi à une époque un jeu comme Paranormal Detective qui était Ah sorti oui. directement en boutique. Et donc là, on a des volontés et des annonces qui se feront pour voir des jeux Lucky Duck de nos studios qui sortiront directement, qui ne seront plus avec application. On s'est ouvert aussi de nouveau à l'extérieur au niveau des auteurs. Donc, on a signé aussi un certain nombre de jeux avec des auteurs autres que de notre studio. Donc, on retravaille avec des auteurs. On a depuis 2 ans, hein, de ce on a un certain nombre d'auteurs nous rencontrent à Cannes, à Essen, à Gen Con, sur lesquels on récupère des prototypes, on regarde et on va sortir toute une gamme de jeux qui vont arriver directement dans notre studio. Notamment pour la France. Hein, aujourd'hui, on faisait beaucoup de localisation. Sur le marché US, on est encore plus pour la création parce qu'ils font très peu de localisation. Donc, c'est vraiment les jeux du studio qui sont mis en avant-première. Et donc là, on a des trucs. On a même un jeu de Knizia qui va arriver En création. effectivement en création qui vient de studio, enfin de Lucky Duck. Ah, moi, Donc, j'écoute là, je suis sensible à voilà, tout ça. entre Et autres, je voilà. réfléchis déjà, Là, il je est là parce réfléchis qu'il déjà à est, mes sabliers d'or hein, pour voilà, l'année donc là il est prochaine. dedans et on a des choses. On a des annonces qui devraient pas tarder à arriver pour, pour des jeux du studio. Ça fait plaisir aussi. On est aussi ravis de ça, en fait, de voir. Tu On a sais, aussi cette. Ouais, de notre côté, on est très sensible sur sur les sabliers d'or, sur les jeux qui vont arriver. On commence à écouter à droite, à gauche ce qui va se préparer pour les années suivantes. Je suis curieux, il faudra que tu me montres tout ça, ouais, qu'on trouve une occasion de découvrir. D'autant plus qu'on veut mettre justement sur les sabliers d'or, j'en profite pour le dire là maintenant, on a envie de mettre sur l'année 2026, du coup, on est en 2025, l'accent sur la création, justement, et un peu moins sur la localisation. Donc on regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui se prépare à droite et à gauche. très bien. On va revenir sur les prochains jeux maintenant qui vont sortir. Tu voulais insister sur une gamme aussi que tu as développée. Alors on a évoqué le Tirnanog, il est là, regardez, il arrivera donc fin du mois de mai. On a enregistré une vidéo, on va vous la présenter. Ça fait partie de ces jeux assez simples. On est sur de l'initié, oui, je pense. On n'est pas en Ouais, expert. Ça ouais. reste très accessible, Ça reste dans lequel il y a accessible. une sorte de construction de tableau. Ouais, ce qui est intéressant dans ce jeu-là aussi, effectivement, on a cette construction de tableau qu'on aime bien faire, qu'on ne vienne pas trop t'embêter, et puis tu arrives à faire ton plan de développement, mais il y a cette première phase pour aller récupérer ces cartes avec une interaction qui est finalement assez forte quand même, puisqu'on fait des rencontres à travers l'univers de Tirnanog, en y en plaçant des ouvriers, et en fait, ils sont toujours mis entre deux cartes, et un autre joueur peut vous piquer la carte que vous avez envie de Ouais, c'est récupérer. malin. Donc ça, c'est assez malin de dire, bon, je vais piquer je vais aller te prendre la carte que tu avais envie de prendre, parce que je sens que tu en as besoin. Et des fois, tu peux même, quand tu connais un peu le jeu, tu vas la prendre. Alors, tu sais que toi, tu n'en as pas besoin immédiatement. Elle va peut-être te servir plus tard parce que c'est pas celle que tu vas récupérer que tu vas devoir jouer directement dans ton tableau. Et donc, ça, c'est assez malin. Tu as une interaction forte au milieu. Et après, tu as ta construction de tableau avec un vrai renouvellement de pas mal d'objectifs. Donc, on était assez ravis, en fait, pareil, de cet univers-là aussi, au niveau de la direction artistique. Ouais, c'est Aussi, c'est quelque original. Hein. chose de complètement original Ouais. qui sort un petit peu de ce qu'on peut un peu voir aussi sur le marché. Alors, des fois, ça peut être aussi des contre-exemples. Hein. Nous, on l'a déjà fait. On avait fait un jeu comme Saturn sur lequel on avait des grosses ambitions. On était super contents. Sur le cinéma coopératif, ouais, ça sort super. On n'a pas du milieu fantastique. Et puis, le jeu a fonctionné, mais pas du tout à la hauteur qu'on voulait. Mais celui-ci, il a un univers qui correspond aussi un peu à l'ADN Lucky Duck. On aime bien tout ce qui a été créé derrière. Et donc, on croit que ça va être une belle découverte pour pas mal de monde.
Donc on l'attend avec impatience celui-là. Donc là on est au moment où les boutiques le commandent ou pas encore? C'est déjà trop Non, tôt. bah là, je pense que les ouvertures de précommande n'auraient pas tarder d'arriver chez Ouais. Neoludis, je pense, hein. Si, en termes de calendrier, j'ai pas vraiment suivi. Il a pris un peu de retard, donc il a une livraison plutôt pour fin mai. Et, donc celui-ci arrivera et avec l'extension de Earth aussi, Abondance qui arrivera aussi pour en fin mai en termes de Voilà. nouveautés. Donc Earth Donc aussi celui-ci, vous le avec verrez sur la évidemment, chaîne. On a c'est tourné ça. une vidéo avec Guillaume, elle est déjà sur nos disques Ouais. durs et on vous le diffuse assez rapidement. Donc c'est pour fin mai. Et puis il y a une gamme sur laquelle tu travailles aussi, que je connais moins là pour le coup, parce que c'est un peu moins le genre de jeu que je fais moi habituellement. C'est la gamme Funko. Ouais, exactement. Donc, Funko, c'est pareil, c'est une marque qui a été rachetée par Goliath. En fait, c'est une marque Funko disparaissait. Les studios Funko disparaissaient. Ils fermaient complètement la boutique, liquidation judiciaire. Et du coup, Funko, Goliath a récupéré, en fait, l'identité, la marque et les licences de ces Ouais. produits-là. Donc Donc, avec c'est des des petites jeux, figurines, hein. On connaît notamment les petites figurines, mais il y a du c'est jeu ça. aussi. Et à côté de ça, il y avait un plan de développement avec Funko Games qui faisait du développement de jeux avec des licences derrière. Et donc là, oui, depuis la semaine dernière est sorti un jeu qui s'appelle Star Wars Rebels, qui est dans l'univers de Star Wars. C'est du jeu d'affrontement. Si vous avez joué à Marvel Snap, eh ben, vous avez ce côté-là un petit peu de côté où on va se battre pour récupérer des bases. Et c'est vraiment très malin, très accessible. Derrière ce jeu avec des figurines à collectionner qui sont en plus franchement très quali. Si t'es collectionneur, bah, tu peux encore envie de tout récupérer. Mais après, mécaniquement, on a vraiment un vrai jeu à la fois très accessible pour pouvoir Oui. jouer à partir de 8 ans avec des enfants. Et puis après, de construire vraiment en mode un peu comme un tournoi où tu vas construire ton équipe parce que tu construis ton escouade et tu vas, en plus d'acheter ta boîte de base, acheter des boosters, des boîtes à l'aveugle, soit côté obscur, soit côté lumière pour collectionner et faire ton équipe. Tu auras toujours une équipe de 3 et chaque personnage vient avec ses propres pouvoirs. Donc, un peu comme du deck building, ben là, tu vas construire ton équipe. Tu vas construire aussi un certain nombre de bases que tu vas vouloir avoir quand tu veux faire vraiment du tournoi, quoi. Tu peux faire du compétitif et faire quelque chose de très intéressant derrière. Donc, ouais, là, c'est sorti. Donc, ça fait partie aussi de mes nouvelles missions aussi, de développer ces arcs-là. Et pour information, c'est un jeu qui existe depuis un an chez Goliath. Ah oui. Personne n'en a entendu parler puisqu'il n'y a eu aucune distribution sur le jeu, rien n'a été fait à part Goliath qui a essayé de le proposer. Sauf que, pareil, les enseignes y vont, mais des produits à licence, tu positionnes pas non plus ton produit comme ça. Il y a quoi derrière? Il n'y avait pas de communication, il y avait rien. Donc, nous, quand j'ai de l'entre les mains, et pareil, Guillaume, monsieur Guillaume, on l'a lu, il m'a dit, on peut faire ça. Je dis, oui, il y a du stock, le produit, il est là. Et on va en parler, on va montrer le jeu, on l'a présenté à Cannes. À Cannes, on avait 3 tables, donc 6 tables qui tournent six parties qui tournent en permanence sur notre stand Lucky Duck. Et ça n'a pas dérempli. Donc Ouais, ça a vraiment très bien marché. c'est hyper intéressant. En plus, c'est hyper accessible. Même aujourd'hui, pour les boutiques, justement, il y a quoi de faire de l'animation. Je pense que Melody aussi a même fait une offre spécifique pour faire de l'animation et de faire rencontrer le public et de venir jouer dans les boutiques. Donc, Bah, je allez-y, suis curieux. regardez, intéressez-vous, parce que derrière, c'est vraiment bien, c'est vraiment très malin, quoi. Donc, Je suis curieux de le découvrir. Moi, j'ai pas joué, hein, j'ai pas eu l'occasion. Donc là, je vais pas vous tenir un discours de quelqu'un qui est expert de ce jeu-là. Guillaume nous dit une découverte étonnante, une sorte de Marvel Snap en jeu de société, un petit coup de cœur personnel, nous dit-il. Donc rien que ça, moi, ça éveille ma curiosité. Je suis assez peu sensible, je l'ai déjà dit, aux jeux à licence. De manière générale, ça, c'est le truc où j'ai un recul de base, mais il faut ouais. passer outre. Faut regarder ce qu'il en est de la mécanique en ce qui me concerne et par contre j'ai les joueurs sur ce genre de jeu. Ouais, non, mais franchement, ça fonctionne bien. Après, il y a toutes des petites figurines comme ça, des petites boîtes que tu récupères et tu collectionnes. Ça remonte la figurine parce que là c'était pas en grand écran. Voilà. Ah bah oui. Bon. Ouais. Donc là, un petit peu ce type de figurines-là que tu veux. Et du coup, tu crées ton équipe de 3 personnages. Tu garderas, et tu auras du coup des cartes qui correspondent à chacun de ces personnages-là. Et après, c'est du contrôle de territoire. Hein. Tu vas avoir sur 3 bases à défendre et à prendre. Voilà. Donc, avec des retournements de situation, tout ce qu'il faut d'ailleurs aussi. C'est pour ça que c'est familial, parce qu'il y a une part d'aléa dans le jeu qui est là et qui avec des rebondissements. Quoi. Donc, Ah bah écoute, je suis curieux de le découvrir. Rachel demande si on m'en envoie pour voir si je craque. Elle pose la question. On va voir, hein, on va voir si... mais alors, si ça se trouve, les copains les ont déjà achetés. Je leur pose la question de savoir s'ils ont déjà la gamme. C'est bien possible, hein, je serais pas surpris de les avoir... voilà, je me souviens plus de donc ce là, qu'ils avaient pris à bon, Cannes. ça vient tout juste de sortir. Il y a aussi pas mal de communication qui va y avoir autour. On va se donner aussi Mais des ils étaient vendus moyens. à Cannes?
À Cannes, on en avait ramené quelques boîtes pour justement communiquer un petit peu sur le jeu. Donc, Ouais. il y a eu quelques boîtes qui ont été vendues à Cannes qu'on avait fait. Après, je demande si Jube et Jérôme sont repartis avec des boîtes de Funko, s'ils les ont déjà. J'ai, C'est Rivals. C'est marrant parce que moi j'ai vu des boutiques à Cannes que je connais en fait qui sont venus qui m'ont dit mais pourquoi t'as fait ça, et donc eux en tant que boutique ils repartaient avec le jeu et des boosters et qui dit mais c'est débile ce que je suis en train de faire parce que je devrais en commander chez Neolydis quand ça va arriver. Ils repartaient avec leur jeu pour dire mais je veux jouer en rentrant tout de suite. Bon, ça y est, voilà. je suis hypé. Bah merci Davy pour cette présentation, pour ce petit tour sur l'actualité, puis ce regard particulier sur l'édition, parce que c'est vrai que c'est des questions qui nous intéressent. C'est un marché, le jeu de société, il y a un aspect commercial qui est important parce que c'est l'économie du jeu. Nous, derrière, on se passionne pour les jeux, pour les mécaniques, pour les univers, mais cet aspect-là, il est essentiel parce qu'on parle de la bonne santé des entreprises qui nous proposent tous ces jeux-là, on parle de ce qui se passera demain dans le jeu de société. C'était l'occasion d'ouvrir un petit peu le regard sur cet aspect-là. On se donne rendez-vous prochainement pour en reparler, puisque je pense que ça vaut le coup de faire le point de temps en temps sur ces différents aspects. Avec plaisir, moi effectivement la communication c'est Guillaume qui la gère et qui va parler plus du jeu. Après les coulisses, les dessous, les choix, tout ça, moi c'est des choses qui m'intéressent d'essayer de véhiculer, de montrer un petit peu ce qui se passe à l'envers du corps, les risques qu'on prend. Et après voilà, n'oubliez pas, vous joueurs, vous avez aussi un impact sur le monde du jeu aujourd'hui. Continuez à en croire aux éditeurs, croyez en croire aux boutiques. Allez-y, passez, ouvrez les portes, allez découvrir des choses allez prendre des risques aussi vous en disant tiens je vais sortir de mon terrain connu et de ce que je connais, tiens, je vais prendre ce truc-là avec les bons conseils qui va de la boutique. Et puis, des fois, on est surpris de découvrir quelque chose sur lequel on n'attendait pas grand-chose au départ et puis d'avoir une belle surprise. Et il y en a beaucoup. Il y a finalement beaucoup de jeux qui sont là. Il faut être curieux et il faut continuer à jouer, continuer à véhiculer ce message qu'on est en train de faire là aussi. On a l'avantage d'être dans un monde de passionnés et il faut continuer à véhiculer tout ça parce qu'on est encore qu'au début. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans le jeu. Eh bien, on sera là pour vous accompagner là-dessus, parce que nous aussi, on est curieux de découvrir tous ces jeux-là de manière générale, et on prendra des risques de notre côté aussi, en vous les présentant. Merci beaucoup, Davy. C'est la fin de cette émission. Merci à tout le monde. C'est demain. Alors demain c'est 1er mai, donc on va faire la pause. On venait d'en parler. Je vois Pénélope qui vient d'arriver sur le chat. On a échangé là-dessus et je vous avoue que Pénélope avait très envie de faire l'émission et moi j'avais très envie de prendre un jour de vacances parce que je travaille tous les week-ends. Et là demain je me fais un week-end. Je me lèverai un petit peu plus tard. Pas d'émission d'actu ludique exceptionnellement ce 1er mai. Par contre on sera là évidemment le 8 mai. Il y a des gens qui sont aussi en... C'est un nouveau pont, lui, mais je crois. Mais là, on ne le fera pas. On sera présent pour vous faire la liste des actualités. Il y a moins de sorties aussi cette semaine, naturellement, puisqu'il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées. Ça, c'est le vrai jour le plus chômé en France, le 1er mai. Donc, allez, je me range sur cette tradition-là du 1er mai chômé. On se retrouve la semaine prochaine, très probablement, puisque, alors, vendredi, je ne sais pas ce qui se passe sur la chaîne d'un monde de jeu. Je vais être franc avec vous. On a Antonin Bocara au chalet. Antonin Bocara n'est pas du tout du matin. Donc, comme on est en période de pont, on verra si on prend l'antenne, mais ça risque de ne pas être le matin, soyons honnêtes. Ce sera plutôt peut-être en après-midi si on le fait. On verra bien. Merci Lévi. On vous donne rendez-vous. Merci Martin. Merci à tout le monde. Très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt. Salut.